Bien, alors je rappelle que jusqu'à présent, quelles sont les différentes parties que nous avons traitées. Nous avons commencé d'abord par le principe de l'injection des dépendances et de l'inversion de contrôle. C'était la première partie. On avait fait une activité pratique là-dessus, dans laquelle on avait montré comment développer, comment créer une application, on va dire, fermée à la modification et ouverte à l'extension. Et également comment faire l'injection des dépendances par instantiation statique, par instantiation dynamique et en utilisant le framework Spring. Et dans l'utilisation du framework Spring, nous avons travaillé les deux parties, la version XML et la version annotation. Alors, ensuite, la deuxième partie, ça concerne l'accès aux bases de données. Alors, nous avons rappelé l'API GDBC de Java, le mapping objet relationnel, et nous avons vu comment faire le mapping objet relationnel en utilisant l'API GPA, Java Persistence API, avec son implémentation Hibernate. Donc, on a vu comment travailler avec, et puis nous avons vu comment travailler avec Spring Data. Spring Data, donc c'est un framework qui est très utile et qui permet de faciliter l'accès aux données d'une manière générale. Que ce soit relationnel ou bien non relationnel, Spring Data il est très utile. La troisième partie, donc on a fait une activité pratique là-dessus également. Nous avons vu comment créer une entité GPA, comment gérer les entités. Aussi, il y a un exemple d'application qui montre comment gérer les relations entre les entités, notamment de type one-to-many, many-to-many. Donc ça, c'était un exemple dans l'activité pratique. Et puis, dans la troisième partie, donc nous avons fait la technologie web J2E. Et donc, nous avons rappelé le protocole HTTP, l'architecture de web avec l'API Servlet, JSP, MVC. Et puis, donc, nous avons vu comment développer la structure d'une servlet, comment déployer une servlet, notamment dans le fichier web XML ou bien en utilisant la notation web servlet. Et puis, nous avons vu que dans la pratique, il faut utiliser un framework. Et le framework que nous avons utilisé, c'est Spring MVC. Donc Spring MVC, c'était la troisième partie, bien sûr, ou bien la quatrième partie dans laquelle nous avons vu comment développer des applications web basées sur Spring MVC. Et après, donc, nous avons dit que, en fait, dans les applications web, dans les architectures web, il y a deux modèles. Il y a le modèle rendu HTML côté serveur et le modèle rendu HTML côté client. Alors, dans le modèle rendu HTML côté serveur, le code HTML il est généré côté serveur. Et si vous voulez générer des codes HTML côté serveur, vous avez besoin d'utiliser un moteur de template. Alors, dans notre cas, nous avons utilisé un moteur de template qui s'appelle TeamLeaf. Alors, nous avons vu comment créer une application basée sur Spring MVC TeamLeaf. Et après, nous avons vu comment travailler avec Spring Security pour sécuriser l'application. Et dans la sécurité, nous avons parlé des concepts de base. Et nous avons dit qu'il y a deux modèles d'authentification. Il y a ce qu'on appelle l'authentification stateful et l'authentification stateless. Alors, dans l'authentification stateful, la session elle est gérée côté serveur. C'est très pratique quand vous avez, si vous avez des applications monolithiques avec un rendu HTML côté serveur, comme par exemple le cas de Spring MVC avec TeamLeaf, c'est très pratique, c'est plus simple. Mais si vous avez des applications avec un rendu HTML côté client, ou bien si vous avez ce qu'on appelle des architectures microservices, alors dans ce cas-là, ou bien si vous avez des systèmes distribués d'une manière générale, donc c'est beaucoup plus pratique d'utiliser ce qu'on appelle l'authentification stateless. Et dans l'authentification stateless, ce qui se passe, c'est que une fois l'utilisateur authentifié, la session de l'utilisateur est enregistrée dans un token. Et parmi les tokens les plus populaires, il y a JSON Web Token. Donc on en a parlé en partie, donc on aura l'occasion d'y revenir. Et donc JSON Web Token, donc c'est un token qui va être généré par le serveur, et puis il va être délivré au client. Et après, à chaque fois que le client va se présenter au serveur par envoyer une requête, il devrait toujours envoyer son token avec la requête HTTP. Donc et après la dernière partie qu'on a vue, donc nous avons vu comment travailler avec le framework Angular, donc l'architecture globale, les concepts de base, et puis nous avons vu comment créer un exemple d'application basé sur le framework Angular.
Et donc aujourd'hui, on va faire une démonstration qui essaie de résumer un peu les éléments les plus importants à retenir, notamment côté back-end avec Spring Boot et côté front-end avec Angular. Donc cette fois-ci dans la démonstration Angular, donc je vais vous montrer comment utiliser Angular Material, parce qu'en fait la dernière fois on avait travaillé avec Bootstrap, n'est-ce pas? Donc on peut utiliser Bootstrap pour la partie design, mais également il ne faut pas oublier que vous avez un framework Angular Material qui est fait pour pour s'occuper du design des applications web. Ça facilite encore le travail et en même temps parfois ça offre des interfaces ergonomiques et plus élégantes. Donc on va essayer de voir comment travailler avec. Voilà, alors l'exemple d'application sur laquelle je vais faire la démonstration, donc c'est un exemple dans lequel on va essayer de gérer des étudiants qui vont effectuer des paiements. Donc c'est-à-dire on va gérer deux entités, un étudiant qui peut effectuer plusieurs paiements. Donc on aura une relation de type one-to-many, many-to-one à gérer. Donc on va tester d'abord le back-end, après on va créer un front-end et après on va essayer de voir comment les connecter. Et à la fin, on aura l'occasion de revenir sur la partie sécurité, voir comment sécuriser l'application. Voilà, alors pour faire ce travail-là, donc je vais d'abord connecter ma machine. Voilà. Alors ici donc je reprends. Donc l'application on va l'appeler par exemple inset démon Spring Angular. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas la peine de vous rappeler à chaque fois. On fait une synthèse, donc j'attendrai de vous donc juste d'avoir, c'est pas de pratiquer, c'est juste avoir cet esprit d'ingénieur d'avoir une vision un peu plus générale. Et si vous prenez un petit stylo ou là des choses, des notes comme ça, pour que vous essayez de synthétiser les éléments les plus importants, c'est encore mieux. Ok? Après, vous aurez l'enregistrement et vous aurez l'occasion de voir comment travailler ça. Tranquille. Alors, donc, je vais créer un projet Java Maven. Le groupe ID, donc OpenJDK 21, Java 21, Next. Alors, je garde la version de 3.2.4 qui est la dernière version. Alors, ici, quelles sont les dépendances dont vous aurez besoin? Donc, il y a Spring Web. Il y a Spring Data GPA, parce qu'on a besoin d'une base de données relationnelle. Alors, dans cette démo, on va utiliser une base de données H2 Database. Et puis, on va utiliser Lombok. Et par la suite, on va sécuriser notre application en utilisant Spring Security. Alors, sauf que ici, comme on va faire une authentification de type stateless, on va voir ça. Donc, la meilleure façon pour sécuriser le backend, c'est d'utiliser une dépendance qui s'appelle Odoo Resource Server. Donc, cette dépendance-là, il inclut beaucoup de choses. Il inclut Spring Security, mais également, il inclut des librairies pour générer les tokens JWT et tout ce qu'il faut pour sécuriser l'application. Donc, voilà les dépendances dont on a besoin. Alors, on va créer un projet. Donc, on va créer ça sur une nouvelle fenêtre. Alors, dans ce projet-là, on va créer un ensemble de packages. Une fois que le projet est créé, on va créer des packages. Alors, donc le package entities pour les entités. On va créer un package pour les repositories. On va créer un package pour la couche service. Alors, on va créer un package pour la partie web, un package pour la partie sécurité, et puis on va voir, on aura besoin d'utiliser ce qu'on appelle les DTO. Ce serait l'occasion de voir comment les utiliser. Donc tout ça, c'est des packages. Alors maintenant, dans les entités, on va créer deux entités. Donc il y a l'entité student. Donc on va gérer des étudiants, et l'entité paiement. Payment.
Alors, dans notre cas, un étudiant est défini par ses attributs. D'abord, il y a le ID, on va le déclarer de type string, par first name, last name, on va supposer qu'un étudiant a un code, parce qu'en fait le ID on va le générer automatiquement, et un code on va supposer qu'on le connaît, donc ici le code de l'étudiant, et puis on va supposer que l'étudiant se trouve dans une filière par exemple. On va retenir ici que le code programme code par exemple, programme ID, la code, si vous voulez ID. Alors ça c'est pour l'entité étudiant. Et puis si vous voulez on va également voir comment gérer les photos, parce que ça c'est un cas qu'on n'a pas traité. Pour l'étudiant on va supposer qu'on va garder le chemin de la photo de l'étudiant quelque part. Alors pour que ce soit une entité GPA, donc il y a les annotations qu'il faut connaître. Donc il y a entity, il y a l'annotation ID et les annotations Lombok, à savoir un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, les getters, les setters, toString et builder. Alors ça, on a l'habitude de travailler ça. Alors ça c'est pour le student. Alors maintenant pour paiement, la même chose. Donc un paiement est défini par son ID, par la date de paiement. Alors pour la date de paiement, on va utiliser local date, préférence. Le montant du paiement c'est un double. Et le type de paiement. Alors le type de paiement, on va déclarer de type payment type. Donc c'est un type énuméré. On va créer ce type-là. On va créer un enum. Alors on va supposer que un payment type est défini par, il y a différents types de paiement. Il y a par exemple le cash, ou bien par chèque par exemple, ou bien par transfert, ou bien par exemple transfert, ou bien un dépôt, ou bien un versement. Et puis il y a le paiement, il a un status, donc payment status. Alors ce statut, la même chose, c'est un type enum qu'on va créer. Alors le statut est défini par, donc on va supposer qu'il y a le statut created, une fois que initialement, ensuite par exemple validated, ou bien par exemple rejected. Alors ça c'est pour le paiement. Et puis on a besoin de spécifier un paiement. Il a un fichier, parce que quand on effectue on saisit un paiement, il y a un reçu de paiement par exemple qu'on va présenter à l'application. Donc on va spécifier un string file, c'est un fichier. Donc on va supposer qu'on va utiliser que des fichiers PDF. On va voir comment gérer ça. Et puis un paiement appartient à un étudiant. Donc on va déclarer un objet de type student. Alors voilà les attributs. Alors maintenant pour les annotations, on va utiliser entity. L'annotation ID. Alors ici c'est un long, donc on va utiliser generated value. Stratégie c'est identity. Et puis nous avons ici une relation de type many to one. Ok. Donc ça c'est plusieurs paiements pour un étudiant. Et puis quoi d'autre? Alors ici donc ça c'est bon. Et après il y a le Lombok, donc un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, les getters, setters,
to string et builder. Et puis il y a des choses qui sont, par exemple, dans le cas de student, le code de l'étudiant, normalement il devrait être unique. Alors pour que ça soit unique, on va utiliser la notation colonne et on va spécifier unique égale à true. Comme ça, dans la base de données, on ne peut pas avoir deux étudiants qui ont le même code. Voilà. Alors ça, c'est pour les entités. Alors maintenant, pour le repository, on va créer un repository qu'on va appeler student repository pour gérer les étudiants. C'est une interface basée sur Spring Data, donc on aura besoin d'importer GPA, plutôt d'hériter de GPA repository. Alors l'entité qu'on va gérer, c'est student et le ID il est de type string. Et puis on va ajouter quelques méthodes. Normalement, les méthodes, par exemple, je veux une méthode qui permet de chercher un étudiant par son code. Donc, par exemple, je vais mettre student find by code et directement ici string code. On en aura besoin. Encore, je veux une méthode qui permet de retourner la liste des étudiants d'une filière donnée. Donc, je vais utiliser la méthode find by program ID. Ici donc string. Ça, c'est des méthodes dont j'aurai besoin. Et puis dans la même chose, on va créer une interface pour gérer les paiements qu'on va appeler payment repository. Extend GPA repository. Alors l'entité qu'on va gérer, c'est payment et le ID, le de type long. Et puis on va ajouter des méthodes de recherche, comme par exemple une méthode qui permet de retourner les paiements d'un étudiant. Alors list payment. La méthode, on va l'appeler find by student. Et dans student, ce qui nous intéresse, c'est le code. Donc je cherche les paiements dans le code de l'étudiant et le code. Encore, je vais chercher un paiement, liste de paiement d'une, par exemple, quoi d'autre? Liste de paiement, par exemple, selon un statut. Donc, status, donc on va utiliser find by status, par exemple. Ici, donc, payment type, payment status. Encore, on va chercher la liste des étudiants, plutôt la liste des paiements par type. By payment type, by type. Ici, payment type. Alors ça, c'est des méthodes de find by, etc. Donc c'est des choses que vous devrez savoir faire. Et puis, on va faire un test. Alors pour faire le test, donc ce qu'on va faire, c'est que dans l'application, on va remplir la base de données par des données. Exemple. Alors dans notre cas ici, on va utiliser, pour cela, on va créer un bin, command line runner. Alors ce bin-là, il va nous permettre d'exécuter un traitement au démarrage. Et pour cela, on va injecter student repository. On va injecter également payment repository. Ici, on va créer quelques étudiants. Donc, on va utiliser student repository.save. Alors, student.build. Alors ici, donc, je vais spécifier le ID. Je suis obligé parce qu'il n'est pas auto-increment. Je vais le générer en utilisant UUID. Random string.toString. Donc ça, c'est un identifiant que je vais générer aléatoirement. Et puis, je vais affecter le first name. Alors first name, ça va être, par exemple, Mohamed. Point
code, on suppose que le code on le connaît, par exemple 1, 2, 2, 3, 3. Et puis quoi d'autre? Par first name, c'est bon, programme ID. Par exemple, ici SDA, par exemple. Ça, c'est le premier étudiant. Je vais créer un deuxième, un troisième, un quatrième. Alors, par exemple, ici, donc, j'ai SDA. Alors, ça, c'est Iman. Le code 1, 1, 2, 2, 4, 4. Toujours SDA. Et ici, donc, Yasmine, par exemple. 1, 2, 2, 5, 5. Par exemple, dans GLSID. Ici, la même chose. Donc, Najet, par exemple. 5, 5, 6, 6. Ici, la filière, par exemple, BDCC, etc. Donc, on va créer donc 4 étudiants, par exemple. Alors, maintenant, une fois qu'on crée les étudiants, on va essayer de créer des paiements pour chaque étudiant. Alors, pour cela, donc, le plus simple, c'est de remplir, de chercher tous les étudiants avec Student Repository Find All. Et après, on va faire for each pour chaque étudiant. On va faire appel à on va d'abord, pour chaque étudiant, on va faire une boucle pour créer les paiements. For i, par exemple, pour i égale, je vais créer pour chaque étudiant, je vais créer par exemple allez, une trentaine de paiements, 40 paiements. Alors pour cela, donc, je vais faire 10 si vous voulez, 10 paiements. Et donc, ça va faire quoi? Ça va faire, pour chaque i, je vais créer un paiement. Alors, paiement égale payment.build. Et on va définir les attributs. Alors, d'abord, pour le montant. Alors, le montant, on va utiliser un nombre aléatoire. Donc, je vais faire, par exemple, 1000 plus math.random, par exemple, multiplié par exemple, 20 000. Et pour ne pas avoir les virgules, je vais faire un cast en int. Je prends tout ça entre parenthèses. Ça veut dire que je vais avoir un minimum, c'est quoi? C'est 1000. Maximum, c'est 2000 plus 1000, c'est-à-dire 21 000 par exemple. Alors ça, c'est un nombre aléatoire. On va définir le type. Alors le type, on va choisir un type aléatoire. Alors pour choisir le type aléatoire, le type de paiement, on peut faire ça. On peut par exemple déclarer ici payment type sous forme d'un tableau de payment types. En utilisant payment type .values. Donc ça vous permet de retourner une liste des valeurs du type énuméré. Et pour chaque i, on va générer un index, par exemple aléatoire. Alors pour cela, je vais créer un objet random pour ne pas répéter ça plusieurs fois. Égale new random. Et je vais utiliser donc random next int. Je vais générer un int entre 0 et le maximum. C'est quoi le maximum? C'est payment types.length. Voilà. C'est parfait. Alors ici, donc, je peux utiliser payment types entre crochets de index. Donc, ça me donne un nombre aléatoire. Et puis, donc, je vais spécifier quoi? Le status. Status, donc, on va supposer que par défaut, c'est created. Et on va spécifier la date. Alors, la date, c'est local date now, par exemple. On va utiliser la date système. Et puis, pour quel student? C'est ST, c'est-à-dire pour chaque étudiant, parce que nous avons ici une boucle pour chaque student. Donc pour chaque student, je vais créer combien de paiements? 10. Alors, on va enregistrer le paiement avec payment repository.save payment. Voilà. Alors, pour tester ça, on va d'abord configurer la base de données. Alors, dans notre cas, on utilise H2 database, in memory H2 database. Donc, je vais
spécifier l'URL, c'est gdbc2.h2 mem et la base de données, on va l'appeler par exemple studentsdb. On va activer la console h2 et on va spécifier le numéro de port, par exemple ici 80 80 80 21. Voilà. Alors pour faire ce test là, avant de faire le test, on va créer maintenant un web service RESTful, un REST controller. On va le créer dans la partie web. Donc on va créer une classe qu'on va appeler student bien payment REST controller. Alors c'est un REST controller dans lequel on aura besoin d'injecter student repository et on aura besoin d'injecter payment repository. On va faire l'injection via le constructeur. On va injecter ça via les constructeurs et puis on va créer des méthodes. Par exemple, je veux consulter la liste de tous les paiements. Donc, par exemple, all payments. Alors, pour retourner tous les paiements, on va utiliser return payment repository find all. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, pour accéder à cette méthode, on va utiliser get mapping. On va utiliser le path égale / payments. On veut également consulter un paiement, sachant son ID. Donc on va retourner payment. On va l'appeler get payment by ID. By ID. Le ID il est de type long. Et on va retourner directement payment repository find by ID. Et on va utiliser get, on suppose que ça existe. Sinon, il faut faire or else null ou des choses comme ça. Alors, quel est le path qu'on va utiliser? Donc, on va utiliser le path suivant. Alors, path, c'est / payments / ID. Alors, ID, maintenant, on suppose que il est dans le path. Donc, la notation pour le récupérer, c'est path variable. Exactement. Donc là, ça suppose qu'on a le path variable ici. On a besoin de consulter les paiements. Les paiements, par exemple, les paiements par étudiant. Consulter tous les étudiants. Liste des étudiants. All students. Alors, pour retourner tous les étudiants, on va utiliser student repository find all. Alors, le path qu'on va utiliser, donc ça c'est get mapping toujours, tout ça c'est des get avec le path / students. Consulter un étudiant, sachant son code par exemple. Alors, get student by code. Alors, on va donner le code qui est de type string. Et on va utiliser get mapping. La même chose ici, on va utiliser /students /code. Ici, on va supposer que le code également, il est de type path variable. Et là, on va utiliser return student repository find by ID. Alors, find by ID, by code. Code. Parfait. Alors, j'ai besoin de consulter les étudiants d'une filière. Donc, j'ai une liste de students. Donc, ici, get students by programme, par exemple, code, programme ID.
Alors string programme ID. Et on va retourner donc student repository. On a déjà créé la méthode find by programme ID. Alors tout est prêt. Et après, ici c'est get mapping slash students. Alors ici programme ID, bon, si vous mettez slash programme ID, vous allez avoir une confusion. Programme ID, parce que vous avez student slash code, vous avez student slash. Alors pour Spring, pour ça c'est une confusion parce qu'il s'agit de avec la même méthode get, la même path. Donc ici programme ID, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser par exemple students by pour faire la différence. By programme ID. Alors dans ce cas-là, ça on peut le supposer comme étant, on va pas le préciser ici. On peut le préciser comme étant un request param, qui pas de problème ici. Donc request param. Voilà. C'est-à-dire on va l'envoyer sous forme d'un paramètre. Programme ID égale valeur. Et après on veut les paiements d'un étudiant. Alors pour les paiements d'un étudiant, on peut le faire ici. Alors liste paiement by student. Alors dans ce cas-là, on aura besoin de spécifier le code de l'étudiant. Alors pour le path, on peut de préférence d'utiliser students. Students slash code d'abord. Et puis on va mettre paiement. Pour les web services RESTful, c'est plus simple de lire comme ça, students. Quel student? C'est dans le code égal. Et après, ce qui m'intéresse, c'est les paiements. Alors, dans ce cas-là, le code, ça devient un path variable. C'est pas ici. Alors, path variable. Et la méthode, directement ici, payment repository.find by student code. Ici code. Plus simple comme ça. Alors, donc les paiements par étudiant, vous voulez les paiements par status par exemple. Alors ici donc le paramètre. Alors les paiements par status, donc on va utiliser payments. Alors ici, on va mettre payment status. Alors on va supposer que c'est un request param. Mais on aura une confusion également ici, n'est-ce pas? Ça c'est la même chose. Donc on va le laisser après, comme ça vous allez voir l'exception. Alors ici donc on va supposer que ça c'est un request param. Et là on va utiliser donc find by status. Voilà. Et puis donc on peut créer également consulter les paiements par type. Alors ici donc par type, donc on va utiliser ici payment type. Alors ici, on n'a pas créé la méthode byType, n'est-ce pas? Si. On l'a créé, pas de problème. Voilà. Donc nous avons donc un ensemble de méthodes de consultation. Alors pour tester ça, on peut démarrer. Alors on va démarrer l'application. Alors sûrement on aura une exception. Vous voyez ici donc ambiguous mapping. Ça c'est, il faut connaître. Ça veut dire que ça signifie que dans le mapping de votre REST controller, vous avez une ambiguïté. Alors justement,
Si vous regardez bien, vous allez trouver que par exemple ici, Payment Risk Controller, slash Payment, il est répété plusieurs fois. Donc on va corriger le problème ici. Alors là, on va l'appeler par exemple Payments by Type, ou la Payment slash by Type. Ici, on va mettre Payment slash by Status. Et on démarre. Alors ici, cette fois-ci, il n'y a pas de conflit. On va tester. On lance le navigateur. Et on va faire un localhost. Le port c'est 80.21 slash students. Alors ici donc, c'est quoi ça? C'est la sécurité, parce qu'en fait on avait utilisé donc la sécurité, Spring Security au 2. On va pour le moment la désactiver. Alors pour la désactiver, on va aller vers le fichier .xml et on va désactiver donc la dépendance, celle-là, parce que c'est cette dépendance inclut Spring Security. Pour le moment on va pas faire la sécurité, donc on va mettre ça en block comment. On va actualiser et on redémarre. On va tester. Alors cette fois-ci students. Alors vous avez quelque chose qui va fonctionner. Student by code, par exemple student slash 1 2 2 3 3 4 4, ça marche. Les paiements, payments. Alors vous voyez donc chaque paiement, il y a les informations sur le paiement et après il y a un paiement appartient à un étudiant. Alors vous pouvez tester ici payment slash ID, etc. Vous pouvez tester les autres méthodes, mais il y a un moyen qui est beaucoup plus pratique pour tester les API RESTful. C'est d'utiliser la documentation Swagger, donc Spring Open API Doc. Alors généralement dans les pratiques, ça on va en parler quand on va aborder les web services. C'est qu'à chaque fois qu'on crée un web service comme ce qu'on vient de faire, ben, il faut créer ce qu'on appelle la documentation, le contrat ou bien la documentation Swagger. Alors pour le faire, le plus simple c'est de chercher une dépendance qui s'appelle Spring Boot Open API Doc. Vous allez trouver un site de spring.org.org et vous allez trouver une dépendance que vous allez utiliser. C'est ces dépendances-là. C'est bien Spring Open API Starter Web MVC UI. Alors, il suffit d'ajouter ces dépendances dans le fichier .xml. Actualiser. Vous redémarrez. Et vous pouvez avoir quelque chose d'intéressant pour bien tester. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement vers le serveur et on va faire appel à un endpoint qui s'appelle Swagger UI.html. Bon, vous allez avoir ça et vous avez tous les endpoints de votre API. On va tester, par exemple, vous voulez tester get students, try, on va essayer. Vous cliquez sur execute et vous allez voir le résultat ici, ça marche. Ici, j'ai tous les étudiants. Alors, on va tester get student by program ID. Donc, tester. Alors, ici, on a besoin de program ID, par exemple, SDA. Donc, je vais avoir 2 étudiants normalement en SDA. Je vais tester student by code. Try. Alors, j'ai besoin de spécifier le code 1, 1, 2, 2, 3, 3.
là ça marche. J'ai besoin de consulter les paiements d'un étudiant. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Je vois une dizaine. Tout ça, ça concerne le même étudiant. Ça va jusqu'à présent, vous suivez? Alors, un paiement par ID. Là, ça marche également. Payment by type. Try. Alors, comme c'est un type énuméré, il sait bien qu'il s'agit de, par exemple, by cash. Donc, j'ai que les paiements avec le type cash. J'ai les paiements by status created. Pour le moment, tous les paiements c'est created, parce que par défaut c'est created. Après, on va ajouter une méthode qui permet de mettre à jour le statut du paiement. On va l'ajouter. Alors, on va créer une méthode qui va retourner le paiement. On va l'appeler update payment status. Alors, on va lui transmettre payment status et on va lui transmettre le ID du paiement. On va chercher d'abord le paiement à partir de la base de données. Alors, payment repository.find by code, by quoi? Find by ID. Donc, je cherche le paiement. Je vais mettre à jour le status. Alors, payment status, ici, status. Et je vais enregistrer le paiement. Donc, return directement payment repository.save payment. Alors, ici, donc, comme il s'agit d'une mise à jour, je vais utiliser une requête HTTP avec put. Donc, put mapping pour les updates. Ici, donc, je vais utiliser /payments /id. Alors, dans ce cas-là, le ID, c'est un path variable, alors que le code, c'est un request param. Voilà. Alors, ici, on va tester. On va actualiser. On a bien la méthode ici put try. On va lui donc quel ID, par exemple 1. On va changer le statut vers validated. Et là ça marche. Je suis sur validated. Ok, pas de problème. Alors si vous cherchez les paiements, ici c'est validated. Donc je vous rappelle que les données sont stockées dans la base de données. Quelle base de données? C'est H2. Donc 21. Si vous faites H2 console, H2 console, il y a un O qui manque. Alors la base s'appelle StudentsDB. Et là, on a bien les deux tables, les paiements, et on a la table pour les students. Alors maintenant, il nous reste la partie, on va ajouter un paiement. Alors pour ajouter un paiement, dans un paiement, il y a un fichier. Donc c'est l'occasion pour voir comment faire upload. Monsieur, Oui. monsieur, pour le find by ID, pourquoi rajouter .get? Si find by ID déjà retourne un... Alors pourquoi .get? Parce qu'en fait, find by ID, il ne retourne pas un paiement. Il va retourner un objet de type optional. C'est optional de paiement. Vous voyez? Ce qu'il retourne, c'est de type optional. Alors, quand vous retournez un type optional, il faut utiliser les éventualités suivantes. Soit vous mettez soit get, ça vous retourne un paiement, bien or else null par exemple. C'est-à-dire si ça existe, ça va retourner null. Ou si vous voulez faire mieux, c'est or true. C'est-à-dire vous générez or else true, c'est-à-dire vous générez une
exception. Et après, vous pouvez spécifier le type d'exception. Mais ça, c'est optional. Le type optional, ça fait partie de Java. Donc, c'est comme ça qu'on le gère. Alors, si vous mettez get, ça suppose que c'est comme si ça existe. Parce que s'il ne trouve pas, il retourne une exception. Mais en réalité, ce que vous allez faire, c'est de faire, par exemple, or else null. Et après, ici, si vous faites if payment égale null, vous mettez throw, vous générez une exception. Alors ici, donc, comme je n'ai pas traité les exceptions, on va les laisser peut-être après, on va en parler. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une méthode qui permet d'ajouter un paiement. Alors pour ajouter un paiement, on va l'appeler save payment. Alors pour ajouter un paiement, on va supposer qu'on va transférer le fichier. Alors comment on récupère un fichier? Si vous faites un upload, on va utiliser un type qui s'appelle multipart file. Donc ça c'est le fichier. J'aurai besoin de la date de paiement, donc local date. J'aurai besoin du montant. J'aurai besoin du type, payment type. Et j'aurai besoin de l'étudiant. Ce paiement concerne quel étudiant? Donc string student code. Bon, ça c'est une façon de faire. Alors on suppose que ça c'est un request param. D'ailleurs par défaut c'est request param. Donc on va mettre request param sur ça et après on va utiliser ça. Post mapping parce qu'il s'agit d'un ajout. Donc ici slash payments. Mais du moment que si vous faites un paiement dans lequel vous envoyez des données qui contiennent un fichier, parce qu'en fait on va envoyer des données qui contiennent les données et un fichier, il faut absolument faire ça. Vous mettez path ici payment et vous ajoutez consumes. Il faut spécifier le type. Alors il faut indiquer à Spring que les données ils sont de quel type? Media type point multipart form data. Donc il faut utiliser ce type là. Multipart form data, ça veut dire que les données, ils contiennent plusieurs parts. Il y a des données structurées, il y a des fichiers, il y a plein de choses. Alors c'est comme ça qu'on peut gérer c'est-à-dire les données qui contiennent des fichiers. Alors on va voir comment gérer ça. Alors maintenant, une fois qu'on récupère les données, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord envoyer le fichier vers un dossier. Parce que le fichier, on va le stocker dans un dossier quelque part. Alors, il faut d'abord spécifier un chemin, path. Alors, je vais l'appeler donc folder path, le chemin où on va stocker nos fichiers. Alors, c'est paths comme ça, point .get, ou bien path.get, off. Il faut juste utiliser le package java.nio. Get. Alors, on va supposer que d'abord, on va vers le dossier de l'utilisateur. Alors, pour cela, on va utiliser system.getProperty, c'est user.home. Alors, la propriété system user.home, ça retourne quoi? Ça retourne le chemin du dossier de l'utilisateur. Ensuite, on est dans user home, on va chercher un dossier qu'on va appeler par exemple insert data, je peux l'appeler comme ça, insert par exemple data, et dans insert data, on va mettre par exemple un dossier paiement, sous-dossier paiement, etc. Vous pouvez mettre le chemin. On va vérifier si ce dossier n'existe pas, on va le créer. Donc if files, alors files de java.nio existe de path. Alors folder path.
Alors, if not. If not, ça veut dire si ce dossier n'existe pas. On va le créer. Et pour le créer, on va utiliser Files, Create Directories, au pluriel. Parce qu'il s'agit de... Il va créer un dossier à l'intérieur duquel il va créer un autre dossier. Donc, on va créer quel dossier? C'est folder path. Alors, ça, c'est pour les exceptions. On va faire throws pour ajouter throws ici. On suppose maintenant que le dossier existe. S'il n'existe pas, on va le créer. Et après, on va envoyer le fichier vers ce dossier-là. Maintenant, nous avons besoin de préciser le nom du fichier. Alors ici, donc, on va spécifier notre fichier. Ça va être path. On va générer d'abord file name. Alors, on devrait avoir un nom de fichier qui est unique. Et pour avoir un nom de fichier qui est unique, on va utiliser uid.random toString. C'est un identifiant unique. Et puis, on va utiliser donc file path. Donc, c'est un path. Voilà. Ça va être la même chose ici. Copier. C'est-à-dire, ici, on va l'appeler file path. C'est dans le même dossier. Mais cette fois-ci, le fichier, comment il s'appelle? Il s'appelle file name. Et puis, on va ajouter l'extension .pdf. Parce qu'on va supposer que tous les fichiers quand on va faire upload, on va exiger à ce qu'on utilise des fichiers PDF. Alors maintenant, ce fichier-là, on va maintenant le transférer en utilisant Files, Copy. Alors Files, Copy, on va copier quoi? On va copier file, ce file-là, .getInputStream. Ok. Vers quoi? File path. Donc ce fichier-là qu'on a envoyé, on va le transférer vers on va l'enregistrer ici. Alors ça maintenant, on a enregistré le fichier. Maintenant, on va créer le paiement qu'on va stocker dans la base de données. Donc paiement.createBuild. Alors maintenant, à quoi est égal la date? C'est la date que nous avons comme paramètre ici. À quoi est égal le type? C'est le type. À quoi est égal student? Alors maintenant pour student, on va chercher l'étudiant. Donc student, on va le chercher à partir de student repository find by code. J'ai student code. Ça permet de me chercher l'étudiant. Ici, donc, je vais utiliser student. Donc, ici, j'ai le paiement. Qu'est-ce qui reste encore? Point. Le montant, j'ai fait? Non. Le montant. File. Alors, maintenant, c'est quoi le file? Alors, file, c'est celui-là. C'est file path. Alors, file path, on va utiliser tout EURI. On va le convertir en EURI. Une EURI dans laquelle on va trouver file, double slash, etc. Tout le chemin, tout string. Et c'est tout. Alors, build, file, student, on a fait tout ça. Status. Le status, donc ça va être par défaut, on va supposer c'est created. Alors maintenant on va enregistrer, on va faire return alors payment repository point save payment. Alors vous voyez, donc ça c'est comme ça qu'on peut faire un upload côté vacances. C'est comme ça qu'on récupère les données. Alors maintenant on va tester pour voir si ça marche. Je regarde s'il n'y a pas d'exception. A priori, pas de problème. On va actualiser. Donc ici, ça va être post. Vous voyez, donc avec post, il a bien compris qu'on aura besoin de la date. Le montant. Le type,
cache, etc. Student code, c'est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Et là, pour le fichier, il a compris qu'il s'agit d'un fichier, donc on va faire upload. On va chercher un fichier PDF ici, celui-là. Ce code existe déjà. Hein? Le code existe déjà. Quel code? Student code. Alors, quand on avait créé les étudiants, on les a nommés comme ça. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6. Donc, on suppose que ça, on connaît le code de l'étudiant. Mais après, bon, normalement, le code de l'étudiant, c'est pas à nous de le saisir. OK? Parce qu'un étudiant, quand il est, par exemple, authentifié, c'est que on a déjà le code de l'étudiant. Ou bien, si, par exemple, un administrateur va ajouter, il va tout simplement chercher d'abord l'étudiant, ou tout simplement, il y aura une liste ici, etc. Mais ça, c'est le front-end. Mais si pour tester, on a besoin de connaître le code de l'étudiant. Et ce code-là, il existe déjà pour notre étudiant, n'est-ce pas? Est-ce que ce code existe? Bien sûr, ça doit exister, parce que si ça n'existe pas, ça ne va pas marcher. 80, 21, students, vous voyez, on a le code 1, 1, 2, 2. Parce qu'on essaie de créer un nouveau paiement. Un nouveau paiement, mais un nouveau student. Donc on crée un étudiant, un paiement pour cet étudiant. Tout à fait. Donc on va vérifier, on va faire execute. Il n'y a pas de problème. Vous voyez bien que le paiement a été créé, numéro 41. Et on voit bien le fichier, ça c'est le path. Vous voyez donc on voit bien le chemin du fichier. Et ça concerne bien le bon étudiant Mohamed. Et donc si on veut voir est-ce que le dossier a été créé, donc vous allez vers ça. On va fermer. Normalement, ici, je suis dans le dossier utilisateur. OK? CD. Alors, je me suis mis insert data. C'est créé. Ensuite, à l'intérieur de quel il y a paiement. Vous voyez donc le fichier, il a été créé. Si vous faites open, vous voyez donc le fichier, il est là, donc vous pouvez le voir en tout cas. Donc c'est-à-dire, on a bien réussi à récupérer le fichier, on l'a bien envoyé au bon endroit, et que le chemin de ce fichier-là, il est enregistré dans la base de données. Alors maintenant, on va créer une méthode qui permet de consulter le fichier. Ça, on en aura besoin pour le front-end. Alors pour créer une méthode qui permet de consulter un fichier, on va créer une méthode qui retourne un tableau de bytes. Get payment file. Alors on aura besoin de spécifier le ID de paiement. C'est très simple. Il suffit d'utiliser return. On va chercher d'abord le... Bon, déjà, ici, on va utiliser get. Ici, je vais l'appeler payment file. Slash payment ID. On va mettre ça ici. On va mettre ici slash. OK. Ça, c'est path. Alors, ça, c'est path variable. Et puis, on va faire tout simplement, on va récupérer le paiement. Alors, c'est payment repository find by ID. Ça, c'est .get. Et dans ça, on a le fichier et on va retourner directement files.readbytes, all bytes. Je vais lire le contenu du fichier. Alors jusque-là, ça peut être n'importe quel fichier normalement. Alors ici donc readbytes et ça va être quoi? C'est paiement.get file, mais ça doit être une IURI. C'est-à-dire vous utilisez, c'est un path, ça doit être un path. C'est path.off et
le path, ça doit être quoi? C'est payment.getFile. Alors, les exceptions. Mais à condition. Maintenant, ce qui reste, c'est d'indiquer au navigateur que ces données-là, parce que pour lui, c'est des données bytes. On va lui indiquer qu'il s'agit d'un fichier PDF. Alors, pour cela, on va mettre ici virgule, produces. On va utiliser media type, PDF value, application PDF value. Alors, si c'est une image JPEG, vous mettez JPEG, etc. Si c'est une image JPEG, etc., donc vous pouvez mettre des virgules, etc. Donc, alors, en principe, dans produces, ça peut être aussi un tableau. Hein. Alors, si c'est un tableau, ça veut dire que ça peut être soit ce type-là, soit l'autre type, etc., etc. Alors ici, on va suppose qu'on va utiliser que des fichiers PDF. Alors, on va tester. Et cette étape-là, c'est la dernière étape pour le back-end. Et comme ça, on va passer au front-end. Alors, on va tester ça directement sur le navigateur. Alors, il faut d'abord créer le paiement, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons une base de données H2. Et la base de données H2, à chaque fois que vous redémarrez, vous perdez les données. Donc, je vais faire update, je vais faire upload. J'ai en fait le paiement numéro 41 et je vais ici utiliser ici payment files /id. Nous avons une exception interne. Vous voyez donc qu'il nous dit no such file exception. Donc pourquoi? Parce que ici donc il faut que ça soit une URI. Donc il faut utiliser donc ces paths off et voilà URI.create et après c'est là où vous allez utiliser payment.getFile. Donc il faut convertir d'abord le chemin en une URI et après vous pouvez l'utiliser. Alors j'ai redémarré. Je vais faire encore, je vais enregistrer ce paiement. Ça marche. Je vais le consulter. Ça marche. Donc j'arrive à consulter le fichier PDF. Donc c'est-à-dire votre front-end maintenant, à chaque fois qu'il envoie une requête vers payment file, l'IDDL file, il récupère le fichier. Et après on va l'afficher quelque part. Est-ce que c'est clair? Alors ça c'est un résumé des choses qu'il faut retenir pour le moment sur la partie back-end. C'est l'essentiel. Alors maintenant on va passer au front-end. Monsieur, pour la déclaration du type PDF, est-ce que c'est nécessaire ou bien c'est juste... Non, c'est juste un choix. Donc normalement vous pouvez mettre n'importe quel fichier. Est-ce qu'on peut ne pas mettre? Généralement dans votre application front-end, il faut exiger le format du fichier à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'ici, on va supposer que notre application, à chaque fois qu'on va faire upload, on va préciser un fichier PDF. Si vous voulez accepter les fichiers PDF et les images, etc., vous pouvez le faire. Parce que de toute façon, le code ne va pas changer. Juste, il faut spécifier le format que vous voulez. Alors, DTO, ici, on n'a pas utilisé les DTO. Alors, je vais juste... déjà, bon... on peut dire qu'on a déjà fait le back-end, mais ici, on n'a pas trop respecté les bonnes pratiques. Pourquoi? Parce que normalement, ce code que vous voyez là, c'est des codes qu'il faut mettre dans quelle couche? Service. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Dans la couche service, je vais créer une classe que je vais appeler payment service. Et après, vous allez faire, donc c'est un service, donc vous utilisez la notation service. Toutes les méthodes doivent être transactionnelles. Ça c'est transactionnel de Spring bien sûr. Et après on aura besoin d'injecter student repository. On aura besoin d'injecter payment repository dans le service. On va faire l'injection via le constructeur. Et après, on va déplacer ce code.
je vais prendre cette méthode-là, CTRL-C, et je vais la déplacer vers le service. Et je la mets ici. Et quand je l'ai déplacée vers le service, maintenant, je ne dois pas utiliser les annotations, ça ne sert à rien. Et comme ça, dans le contrôleur, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans le contrôleur, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer ça. On va injecter le service. Alors, le service, c'est Payment Service. Il faut l'injecter dans le constructeur. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de faire ça, on va directement appeler this.paymentservice.savePayment. Et après, vous lui transmettez les données. Alors, file, la date, le montant, le type et student code. Là, c'est mieux. Et là, on va retourner le résultat. OK? Alors, la même chose, par exemple, pour get update. Faites ça, CTRL-C. Vous la mettez dans le service. Vous supprimez les annotations parce que là, on n'a pas besoin. Vous revenez vers le contrôleur. Dans ce cas-là, vous supprimez ça. Et vous utilisez return payment service.update. Vous lui transmettez le statut et le ID. Ben, c'est pareil ici, par exemple. Je prends cette méthode-là. Je la copie. Je supprime les annotations. Je reviens au contrôleur. Return payment service. Get payment file. Directement ici, payment ID. Là, c'est mieux. C'est-à-dire, normalement, les traitements, ça se fait dans la couche service. Bon, après, pour les autres, vous pouvez faire la même chose pour arranger un peu les choses. Mais ici, comme c'est des méthodes, il n'y a pas beaucoup de traitements. On accède directement aux données. Donc, à la rigueur, vous pouvez... Mais dès qu'il y a des traitements, souvent, il faut les mettre dans des services. Alors maintenant, je reviens à la question, les DTO. Alors, comme vous pouvez constater ici, par exemple, la classe, ici, paiement, les méthodes retournent des paiements. Et le problème, c'est que paiement, c'est une entité GPA. Regardez, paiement, il contient des attributs et un paiement appartient à un étudiant. Il se peut également que la classe paiement est liée à d'autres classes, n'est-ce pas? Et le problème que vous allez rencontrer là, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que je vais retourner un étudiant, plutôt un paiement, je vais avoir, c'est-à-dire je vais avoir toutes les données en format JSON. Et si vous consultez le côté client, le paiement, qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, on va trouver les informations sur le paiement, on va trouver les informations sur l'étudiant, on va trouver plein d'informations dont on n'a pas besoin. Donc le problème, ça va être quoi? C'est que on va envoyer au client beaucoup de données dont il n'aura pas besoin. Donc pour ne pas faire ça, la solution, c'est de prendre par exemple paiement ici. Vous créez une classe que vous allez appeler paiement DTO, par exemple. D'accord? Et de copier-coller. Et paiement DTO, déjà, vous supprimez, donc ce n'est pas une entité GPA. Et après, vous pouvez dire maintenant, vous mettez les getters et setters. Et vous gardez que les données dont vous avez besoin. Par exemple, quand je consulte un paiement, je n'ai pas besoin de toutes les informations sur l'étudiant. Peut-être j'ai besoin que du nom de l'étudiant et des informations dont j'ai besoin, n'est-ce pas? Et donc, vous créez ici, par exemple, j'ai par exemple le fichier. Je vais supprimer le fichier, par exemple. Je n'ai pas besoin de voir le chemin du fichier. Je peux supprimer les relations si je ne veux pas.
etc. Donc vous supprimez toutes les données dont on n'a pas besoin côté user interface. Alors dans ce cas-là, une fois que vous utilisez les DTO maintenant, il vous faut créer ce qu'on appelle un mapper. Alors le mapper, ça veut dire quoi? Le mapper, c'est une méthode qui va nous permettre de transférer les données d'un objet étudiant vers un objet étudiant.dto. Donc vous allez transférer les données d'un objet vers un autre. Alors maintenant, je vais pas rentrer dans les détails sur cette partie-là. On aura l'occasion d'en parler la prochaine fois, d'accord? Mais les DTO, c'est quelque chose qui va être souvent présent dans les architectures des applications. Donc la prochaine fois, j'aurai l'occasion de vous parler de ça. Mais le principe, c'est très simple. L'idée, c'est quoi? C'est au lieu de retourner les entités directement, on va manipuler que les DTO. Une autre chose, par exemple, là, dans le contrôleur, regardez cette méthode. Cette méthode-là, par exemple, save, regardez combien de paramètres. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une classe, un DTO. C'est un DTO dans lequel on va déclarer les attributs et comme ça, on transfère directement le... Donc, souvent, pour chaque méthode du contrôleur, vous avez deux objets. Un objet request DTO et un objet response DTO. Dans request DTO, on va stocker les données de la requête. Et dans response DTO, on va envoyer que les données dont la partie UI a besoin. Mais bon, ça je vous le laisse après pour arranger ça. Mais pour le moment, on a besoin du temps pour passer à la partie Angular. Comme ça, on aura une idée également comment créer un front-end. Et après, par la suite, il y a des choses que vous pouvez ajouter après. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est la partie révision pour la partie backend. Alors, je vais arrêter l'enregistrement parce que ça, c'est quelque chose que je vais partager avec vous après.